Eh bien, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'Aftalk avec Childéric. Je profite d'un de tes passages à Paris pour faire une vidéo un peu spéciale et je le disais avant qu'on commence à démarrer, je suis très content qu'on puisse au niveau de l'Aftalk faire le lien avec le monde universitaire qui travaille sur le TOC. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, qu'on a fait dernièrement avec une interview de Philippe Domenech. Donc voilà, je suis d'autant plus content de te rencontrer pour de vrai et que tu prennes un peu de ton temps pour qu'on parle de ce qui se fait au niveau de la recherche sur le TOC. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter en quelques mots, nous dire quel est ton parcours? Déjà, merci de me recevoir. C'est super d'avoir aussi l'occasion de vulgariser un peu ce que je fais dans le labo le reste de l'année. Donc moi, je m'appelle Childéric, je suis en troisième année de thèse, troisième et dernière année de thèse, et je travaille sur les biomarqueurs des troubles obsessionnels compulsifs. Auparavant, moi, j'ai fait un master de psychologie, et par la suite, j'ai fait une seconde année de master en sciences cognitives, avec un peu plus une idée de modélisation, des maths, un petit peu, pour intégrer un peu tout ça dans de la méthodologie de recherche un peu plus vaste, disons-nous. Et, euh, et ensuite, j'ai donc commencé une thèse dans le pôle de psychiatrie et neurosciences à Grenoble, dans l'Institut des neurosciences, au GIN, avec le professeur Mircea Polozan et un chargé de recherche INSERM qui est Michael Pereira. Et on fait donc des études sur les biomarqueurs des TOC. Eh ben super. Et alors, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce trouble particulier qui est le TOC, qui n'est pas un des troubles dont on parle le plus dans le champ de la psychiatrie? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce trouble en particulier? Alors moi j'avais déjà l'intérêt, c'était très important pour moi de faire de la clinique. J'avais fait une deuxième année de master sur les troubles du spectre de la schizophrénie dans l'équipe de Nathan Fèvre à Grenoble. Et il y avait des personnes qui travaillaient sur le TOC dans l'équipe. Après j'ai été chercher un petit peu autour de ça, j'ai eu des options de thèse et il y a une option à Grenoble qui est revenue où on m'a dit on a un projet neurotech, quelque chose intégratif, ce qui correspondait assez bien avec mon master, avec l'idée de faire quelque chose d'un peu nouveau, avec du neurofeedback ou des possibilités de boucles fermées. À l'époque, c'était un peu obscur pour moi. Mais dans le TOC, je ne connaissais pas trop la pathologie, je me suis renseigné, je me suis dit waouh, ça a l'air super complexe. Du coup, ça m'intéressait. Et donc, je dirais que me suis passionné un peu après, mais de base, c'était vraiment un intérêt théorique de c'est nouveau, je fonce dessus. Ah bah très bien, bon, on t'en remercie. Et là aussi, avant qu'on vienne directement sur le sujet des biomarqueurs, est-ce que tu peux dire un mot sur le pôle universitaire de Grenoble et en particulier pour ce qui s'y passe sur le TOC, parce qu'on en entend de plus en plus parler, notamment pour ce qui concerne la stimulation cérébrale profonde, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Donc est-ce que tu peux dire voilà, un mot de ce qui se fait et après on viendra Ouais. plus spécifiquement sur le Donc sujet à des recherches. Grenoble, c'est un pôle qui est assez complet. Enfin, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup d'options parce qu'on a des neurochirurgiens qui font des implantations donc en stimulation cérébrale profonde. On a de la MEG. On a des Alors qu'est-ce possibilités. que c'est de Donc la la MEG? Ouais. magnétoencéphalographie. Ouais. Donc avec le CEA, on a quelque chose qui nous permet de mesurer plus spécifiquement et notamment les structures profondes sans être aussi intrusif que la stimulation cérébrale profonde. Donc en fait, on a plein de choses à Grenoble, on a toutes les possibilités, et on a des personnes qui sont très intéressées et très compétentes, comme le professeur Mircea Polozan, et on a aussi des équipes de recherche, notamment à l'Institut des neurosciences, avec l'équipe de Julien Bastin, où il y a du travail sur le TOC qui est fait, l'équipe de Michael Pereira, donc comme je disais. Donc en fait, on a plusieurs investigateurs principaux comme ça dans le laboratoire qui sont très intéressés par les TOC, et on a tellement aussi de technologies à disposition, de projets pluridisciplinaires et d'opportunités en termes d'accessibilité à tout ça, que ça en fait un pôle qui est assez intéressant actuellement et qui est propice au développement de nouvelles choses. Et qui travaille, on avait posé la question à Philippe Domenech, qui travaille notamment avec l'Institut de neuromodulation, donc on va dire les centres Complètement. experts du TOC travaillent ensemble, Complètement. ce qui est plutôt Il y a des gros rassurant. partenariats. Ouais. Eh ben, très bien, merci pour cette introduction. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux définir, expliquer ce qu'est un biomarqueur et pourquoi est-ce que c'est important de faire des recherches là-dessus pour le cas particulier du TOC? Alors, un biomarqueur, c'est assez compliqué à définir parce qu'en fait, on a tendance à penser vraiment à biologie en premier. Un biomarqueur, c'est une caractéristique qui est mesurable, qui reflète l'état pathologique ou non d'un système biologique. Donc l'idée, c'est on mesure quelque chose et ça veut dire quelque chose pour la personne, l'humain ou l'environnement qui est derrière. Comme ça paraît un peu flou, parce qu'en fait, ça peut refléter des choses qui sont comportementales, parce que le comportement, on peut mesurer ça, et c'est lié à des vérités biologiques derrière. C'est littéralement la psychiatrie est beaucoup basée là-dessus, sur du symptôme qui est visible. Et historiquement, d'ailleurs, c'est comme ça que la psychiatrie s'est un peu développée. Et pour le TOC en particulier, je dirais que c'est un peu comme globalement dans la psychiatrie, il y a un intérêt qui est croissant de mettre en évidence le fait qu'on ne se base pas juste sur du comportement, qu'il y a des réalités biologiques derrière, et qu'on peut justement agir dessus pour essayer d'aider les personnes,
Mais pour agir dessus, il faut les identifier. Et en fait, c'est plus compliqué qu'autre chose parce qu'on se base sur des diagnostics qui sont un peu différents des autres pathologies vu que les diagnostics ne sont pas biologiques à la base. Donc, il y a un peu toute une rétroaction. Donc, dans le champ de la psychiatrie globalement, les biomarqueurs, c'est primordial. Et sur les dernières années, ce qu'on voit avec la psychiatrie de précision. Et dans les TOC, je dirais, c'est aussi intéressant qu'ailleurs, mais moi, c'est particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'on a aussi une complexité avec des sous-types de TOC qui sont très différents. C'est difficile de savoir si on les regroupe ou non, pour la catégorisation, pour le diagnostic, pour l'étiologie de la pathologie, genre comment on la classifie. Donc, il y a des intérêts en fait qui sont divers, qui sont même théoriques à l'identification de biomarqueurs. Donc, c'est vraiment, il y a des enjeux multiples. Ouais, et on est finalement au début de l'histoire. Et alors justement, avant tes recherches, qu'est-ce qu'on savait, quel est l'état de la science aujourd'hui sur les biomarqueurs du TOC et voilà, est-ce qu'il y a des points de blocage justement, tu as montré un petit peu les enjeux, la complexité. Où est-ce qu'on se situe d'ailleurs au niveau du TOC par rapport à d'autres troubles? Donc, les biomarqueurs des TOC, je dirais qu'on se situe, c'est compliqué, parce qu'on se situe assez bien, je dirais. On a des pistes de biomarqueurs. Il y a peu de choses qui sont adaptables à la vie clinique pour l'instant. On a des choses au niveau comportemental, où on voit des régularités. On a des choses même au niveau génétique, où on commence à observer certaines particularités ou certaines redondances génétiques à certains facteurs. On a des choses au niveau neuroanatomique, au niveau électrophysiologique, donc l'activité électrique dans le cerveau, au niveau donc des comment le cerveau est agencé, la taille des zones, etc. Donc en fait, on a plein de pistes, mais rien qui est complètement adaptable à la vie clinique pour le moment, comme la plupart des pathologies psychiatriques en fait. Mais il y a suffisamment de pistes, je dirais, pour que je puisse pas dire qu'on se situe vraiment au début de l'histoire. On commence à avoir avancé un petit peu, et on a des pistes, on sait là où on va. Après, on explore encore, on sait qu'il y a des biomarqueurs qui sont beaucoup plus proches de la réalité clinique, par exemple de la stimulation cérébrale profonde. On commence à avoir des régularités, on se dit, potentiellement on pourra faire de la boucle fermée, donc analyser les biomarqueurs en direct et stimuler uniquement quand c'est nécessaire pour spécialiser la stimulation. Ça, c'est des pistes où on voit pas mal d'équipes dans le monde qui travaillent là-dessus et qui montrent que ça semble être possible et assez intéressant. Sur les autres biomarqueurs, notamment diagnostiques, c'est compliqué, c'est de la psychiatrie, il y a beaucoup de recouvrement, il y a beaucoup d'hétérogénéité au sein de la pathologie, donc je dirais que là-dessus, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors jusque-là, il y avait un peu ce qu'on appelle un modèle neurocomportemental, où en gros, pour schématiser, et peut-être que ça va te faire hurler, il y avait cette idée qu'il y avait une zone du cerveau qui est le cortex préfrontal, qui est globalement en surchauffe. Il y a une autre zone du cerveau qui sont les ganglions de la base, qui sont plutôt la zone de l'apprentissage, avec au milieu de tout ça des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, qui jouent pas leur rôle. Est-ce que c'est globalement vrai? Est-ce qu'on est à peu près sûr de ça, mais ça suffit pas pour aller plus loin dans des critères diagnostiques ou autres? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce modèle qui est un peu communément admis? J'ai l'impression que c'est un peu le dénominateur commun, mais voilà, sans que ça soit non plus trop précis. Donc, le modèle CSTC, avec toute cette rétroaction, toutes ces boucles-là, en fait, c'est un modèle qu'on a qui est neurofonctionnel. On a une idée de comment marche le TOC. Après, notre problème pour identifier le biomarqueur, c'est qu'on ne retrouve pas ça dans d'autres pathologies. Donc, en fait, il y a toujours cet intérêt, c'est quelque chose qui est identifié, qui a été répété, répliqué, et on sait que c'est quelque chose qui a l'air d'être récurrent dans le TOC, mais en fait, c'est pas suffisant pour créer un biomarqueur à partir de ça, malgré tout. Pour dire, par exemple, voilà, le biomarqueur, ce serait, pour les patients TOC, on est sûr que si on fait une IRM, il y aura une zone, telle zone précise qui sera en surchauffe, qui sera en suractivité, et donc ça devient l'outil diagnostique. C'est un peu ça. Et en fait, exactement. Et en fait, c'est pas possible réellement comme ça, parce que ce qu'on observe en psychiatrie, c'est que, la recherche, c'est super, mais on fait des tendances sur 30, 40, 50 personnes, si on a de la chance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait des tendances sur un nombre comme ça, on en a en effet 10-15 pour lesquels ça marche très bien. Et on a 10-15 qui sont forcément en dessous de cette moyenne de comment ça marche, parce qu'on a une distribution, tout le monde varie un peu. Et en fait, on a des personnes pour qui ça marche pas tant que ça. Donc en fait, oui, c'est un très bon indice de comment fonctionne le TOC. Malgré tout, pour du traitement, on sait qu'on va avoir forcément de l'erreur, comme partout, j'ai envie de dire. Mais pour faire un critère diagnostique, on a besoin d'être un tout petit peu plus sûr et surtout de ne pas avoir de recouvrement. Parce que ce qu'on pourrait avoir, c'est par exemple dire « Ah, c'est un TOC », alors qu'en fait, ce genre d'activité-là, on l'observe aussi dans d'autres troubles anxieux. Oui, c'est pas spécifique. Exactement, c'est pas assez spécifique à la pathologie. Et non seulement c'est pas assez spécifique, mais aussi réciproquement, ce qu'on peut avoir, c'est parfois soit dire que c'est un TOC alors que c'est un autre trouble anxieux, ou des fois, en fait, juste
ne veut juste pas pouvoir déterminer parce qu'on n'observe pas ce biomarqueur. Et dire, ça ne doit pas être un TOC, alors qu'en fait, c'en est un. Mais vu que la personne ne manifeste pas les signes habituels au niveau neuroanatomique, on ne peut pas le dire. Et en fait, vu que c'est très intra-individuel, chaque personne varie, chaque personne a ses particularités, on pourrait imaginer que la personne a déjà une sous-activité qui est due à quelque chose d'autre, donc une suractivité ne se remarque plus. Là, on met le doigt sur la complexité inhérente. Exactement. Et par ailleurs, là, du coup, ta réponse, en fait, on comprend qu'il y a aussi un sujet de nombre enfin, dans la modélisation, c'est que là, tu as parlé d'essais sur peut-être 30, 40, 50 personnes. Spontanément, sans être universitaire, je me dis que c'est quand même peu pour tirer des conclusions très générales. Pour bien faire, il faudrait, je sais pas s'il y a une règle d'ailleurs, mais que les mêmes choses se vérifient sur un échantillon de combien de personnes? En fait, on ne vérifie pas que sur 30 personnes. La réalité, c'est que c'est un peu toute l'épistémologie de la science, c'est quand même... À chaque fois qu'on a une preuve, on la revérifie. Donc au final, on a toutes les études antérieures qui s'additionnent avec notre nouvelle étude. Donc à la fin, on a quand même plusieurs centaines de personnes et on revérifie, on reteste, on teste différemment. Donc au final, l'idée c'est quand même qu'on puisse faire des analyses avec plusieurs études à l'intérieur qui avaient plein d'échantillons différents. Donc je dirais que dans l'idéal, il faudrait le plus de personnes possible. Mais actuellement, notre méthodologie scientifique, elle nous permet quand même d'arriver à des résultats. Et je dirais que c'est un peu ce qui est optimal, parce que si on faisait 200 personnes sur une méthodologie et qu'on se disait, on a besoin de beaucoup de gens pour être sûr, on passerait à côté aussi de toutes les petites avancées qu'on peut retrouver dans les différentes équipes de recherche, qui nous permettent de se dire, potentiellement c'est un peu plus vers là qu'on aimerait aller. Donc en fait, c'est primordial de quand même être dans le juste milieu, en tout cas quand on est dans la partie recherche théorique. Pour la recherche clinique et l'application clinique, forcément on a besoin de plus grands effectifs pour vérifier. Mais je dirais dans un premier temps, c'est 30, c'est standard. C'est assez standard. Ok, très bien. Alors maintenant, venons-en au sujet de ta thèse, à tes travaux. Donc, quels ont été les axes principaux de tes recherches et la méthode que tu as employée, voilà, en essayant de ne pas être trop technique, parce que c'est quand même, là, on est sur des choses très pointues. Mais grosso modo, voilà, la direction de tes recherches et la méthode ou les méthodes que tu as employées. Alors, de base, ma thèse, elle se place dans un projet de recherche qui est plus large, qui est le projet Neurotech, qui est un projet cross-disciplinaire qu'on a à Grenoble. Et ma thèse est financée donc par ce projet-là. Et ce projet-là, il a le but de faire de la réhabilitation en utilisant des neurotechnologies. Donc, on peut imaginer justement la stimulation cérébrale profonde. Donc, on rappelle que c'est plutôt pour les cas sévères et résistants de TOC. Absolument. Et en fait, ma thèse, elle s'intègre là-dedans et elle a pour objectif de montrer l'intérêt des neurotechnologies dans le cadre psychiatrique. Le cas spécifique du TOC, c'est un cas qui est un peu opportuniste, parce qu'à la base, le projet, il avait juste une vision de faire ça en psychiatrie notamment, et le pôle grenoblois étant un pôle de référence pour la stimulation cérébrale profonde dans les TOC, il y avait on va dire un matching à ce niveau-là, et donc c'était intéressant de le faire. Ma thèse, donc, elle se base là-dessus, et après, mon projet de recherche, il avait pour but de montrer à la fois la possibilité d'utiliser des neurotechnologies pour faire de la stimulation cérébrale profonde qui est adaptative, mais aussi du neurofeedback. Adaptative, si tu veux, c'est de dire... On détecte les biomarqueurs et on stimule uniquement dans certains cas et uniquement d'une certaine manière en s'adaptant à ce qu'on détecte. Donc c'est analyser en direct dans le cerveau ce qui se passe et stimuler en direct. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans les gens qui ont été opérés, c'est pas comme ça que ça marche. La stimulation elle est chronique, la personne est tout le temps stimulée. Et donc il y a des enjeux pour la durée de vie des batteries, il y a des enjeux pour la spécificité. Donc c'est un peu un rêve qu'on a actuellement de se dire on va pouvoir faire quelque chose de très précis. Ouais. Et c'est un rêve qui a l'air de pouvoir aboutir. Donc c'est assez prometteur. Et donc ma thèse elle se base à la fois là-dessus, mais aussi donc sur le neurofeedback, donc l'opportunité d'entraîner les personnes à réguler leurs symptômes en voyant l'activité de leur cerveau qui est associée à la pathologie en direct. Mais pour ça, il faut détecter qu'est-ce qui est de la pathologie et non. Et il faut montrer si c'est réalisable, tout simplement. Et on a aussi l'objectif, forcément, de faire un peu de recherche théorique derrière, notamment en allant un peu combler les petits défauts méthodologiques qu'on observe dans les études habituelles. En fait, les études font toujours de leur mieux. Et c'est ce que je disais, c'est qu'à chaque fois, on ajoute quelque chose de nouveau, parce qu'il faut forcément aller un peu de l'avant. Et nous, ce qu'on a ajouté beaucoup, c'est du contrôle méthodologique, des fois qui va un peu loin, peut-être, mais on se disait que justement, on voulait notamment pouvoir différencier ce qui est de l'anxiété qui n'est pas due au TOC, de l'anxiété qui est due au TOC, ce qui est quasiment impossible, hein, quand on le voit vraiment dans nos échantillons, c'est extrêmement compliqué de dire si c'est dû au TOC, c'est de l'anxiété qui est due à autre chose. Donc, on avait un peu cet objectif méthodologique, et éventuellement aussi pouvoir contrôler on va dire des expériences phénoménales, donc des ressentis très spécifiques. Par exemple, l'expérience du doute dans le TOC, c'est quelque chose qui est très dur à modéliser,
et D'un et d'un point de observer. vue, là, à observer d'un point de vue biologique. Biologique et puis d'un point de vue juste comportemental, dire à quel moment la personne doute, si elle ne nous dit pas qu'elle doute, on peut pas trop savoir qu'elle doute. Donc on a essayé de faire une méthodologie pour mesurer ça. Et- Est-ce que on y arrive vraiment? C'est toujours le jeu scientifique, je pense qu'on y arrive, mais en tout cas on essaye d'identifier ça dans un effectif. donc, pour être sûr d'avoir bien compris, tu me Oui, corriges, hein, absolument, c'est d'essayer de relier des symptômes comportementaux que tu vas observer exactement. chez un patient à des marqueurs biologiques et d'essayer d'agir sur ces marqueurs biologiques pour améliorer les symptômes du Exactement. TOC. Ouais. L'objectif de la thèse, c'est dans un premier temps trouver un moyen de mesurer un ressenti et sans passer par le ressenti, parce qu'il y a plein de biais dans ces méthodologies-là. Parce que le questionnaire c'est bien, mais c'est pas suffisant. Combler, donc comme je disais, tous les biais, donc avoir des personnes TOC et non TOC pour pouvoir les comparer, et que les personnes non TOC soient très proches des personnes TOC pour quand même qu'on puisse vraiment les comparer. Donc il y a plein d'intérêts au niveau du matching Et on méthodologique. voit la complexité d'ailleurs là. Exactement, c'est la partie la plus complexe, je dirais, savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant et qu'est-ce qui est un peu on va dire, de la permission intellectuelle de se dire, bon, on va faire des choses folles. Et, euh, et donc, cette précision, elle nous permettra par la suite, en fait, d'ajouter notre pierre dans la recherche, au travers de cette thèse, en disant, ben, soit que ce qu'on a observé jusque-là semble être vrai, même quand on contrôle ces choses très spécifiques, ou éventuellement dire, bon, ben, en fait, il semblerait que l'anxiété soit due potentiellement à autre chose, et que ce soit pas l'anxiété due au TOC, ou en tout cas apporter une petite modération Ouais. dans les observations qu'on fait. Donc c'est un peu notre volonté, et aussi on a des volontés de montrer des choses, on va dire des effets spécifiques, mais j'en parle pas trop. Et là, on t'a parlé notamment de la stimulation cérébrale profonde, Oui. mais donc là, on est plutôt sur des cas de TOC sévères, mais est-ce que l'idée, ce serait aussi de pouvoir faire des modèles sur des degrés de sévérité qui soient moindres, et pourquoi justement s'attaquer au plus sévère pour peut-être revenir vers enfin, vers des cas moins sévères, À justement? vrai dire, on s'attaque vraiment à tout. On D'accord, s'attaque, ouais. c'est-à-dire qu'on a des essais avec des personnes qui sont implantées pour de la stimulation cérébrale profonde, qui sont des cas très sévères. On a des cas qui sont les cas qu'on fait passer sans implantation, qui sont des cas qui sont moyens à sévères. Et on a des personnes qui n'ont carrément pas de TOC. On fait des expérimentations en ligne et on essaye de montrer les traits TOC qu'on appelle sous-cliniques, donc c'est-à-dire les tendances à avoir des comportements qui sont proches du TOC sans avoir le diagnostic. Parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on observe dans la littérature, c'est que les personnes qui sont diagnostiquées et les personnes qui ne le sont pas, même si les deux sont hautement compulsives, elles agissent assez différemment. Il y a plein de biais là-dedans, il y a la psychoéducation, les personnes qui ont des TOC sont psychoéduquées, donc forcément, elles vont se comporter légèrement différemment. Une personne qui a des TOC, c'est aussi une personne potentiellement qui a vécu des hospitalisations, qui a plein de choses qui sont différentes d'une personne qui n'est pas Mhm. diagnostiquée. Et en fait, quand on observe une personne TOC versus non TOC, en termes de diagnostic en tout cas, on observe aussi un effet du fait que la personne est patiente et que Ouais. la personne a l'habitude de l'hôpital, que la personne a vu des psychiatres, que la personne est Donc psychoéduquée, ça, ce sont etc. des biais dont il faut tenir compte, enfin des biais, ou en tout cas des choses. Ouais. Exactement. Et c'est très compliqué d'en tenir compte, donc nous, notre moyen, c'est de se dire, on va aller voir des personnes qui n'ont pas de TOC aussi, et regarder leur comportement en fonction de leurs traits, de leur personnalité, à quel point elle est proche d'une personne qui aurait des TOC ou pas. Parce qu'on sait que tout ça, c'est un continuum, un peu comme dans la plupart des pathologies, on le voit dans troubles du spectre de Mhm. l'autisme, troubles du spectre de la schizophrénie. Et donc, en fait, on a la même chose qui se dessine un peu dans le TOC, on voit des tendances obsessives et compulsives dans la population générale, et on a un peu l'intérêt de se dire, bah, on va quand même essayer de mesurer, ce sera peut-être pas la chose qui va permettre d'aider complètement les personnes TOC, mais c'est très pertinent pour nous, pour mesurer vraiment aussi des personnes qui en souffrent pas, mais qui semblent avoir ces caractéristiques-là. Est-ce qu'au niveau biologique, on observe la même chose? Et alors justement, c'est dans la définition des biomarqueurs, en fait, qu'est-ce que vous regardez? Comment vous définissez les indicateurs justement biologiques que vous regardez? Est-ce que vous avez déjà une idée de enfin voilà, des marqueurs qui vont être intéressants, ou est-ce que vous faites sans a priori, vous faites des comparaisons et vous voyez que sur certains indicateurs, bah, le patient tox est différent comment ça marche de ce point de vue-là? Parce Ah, que on imagine que il doit y avoir tellement de variables biologiques. Comment on s'y retrouve au milieu de tout ça? nous, on a l'avantage, c'est que vu que notre équipe, elle est très spécialisée dans l'électrophysiologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activité électrique dans le cerveau. Voilà, c'est Principalement. vraiment c'est le champ de C'est c'est notre ça, ouais. champ de, surtout quand on parle de neurotechnologie, c'est ce sur quoi on peut le plus agir. C'est difficile en termes de neurotechnologie d'agir sur la densité en neurones d'une zone du Ouais, cerveau ou ouais, quelque ouais. chose comme ça. Donc nous, notre idée, c'est l'électrophysiologie, donc l'activité électrique. Et donc ce qu'on va mesurer, c'est des rythmes dans le cerveau, dans des zones spécifiques. Et en fait, tirer des conclusions en fonction de une particularité de la personne, dans son comportement, dans on va dire son niveau d'anxiété, etc.
et de cette réalité biologique qui est l'oscillation des rythmes cérébraux. Donc on est concentré là-dessus, on le fait donc avec des électrodes en stimulation cérébrale profonde, sur du scalp, donc à l'extérieur du crâne, avec des électrodes sur la tête, et on le fait avec juste du comportement aussi, parce qu'en fait il y a un gros besoin aussi de mesurer juste le comportement, parce que malgré tout c'est ce qui est le moins coûteux à mesurer pour une personne qui est psychiatre, pour un clinicien, et donc il y a un gros intérêt de pouvoir potentiellement à terme pouvoir faire des biomarqueurs diagnostiques qui ne sont pas aussi compliqués à mettre en place que de faire des mesures très précises des signaux dans le cerveau, même si ça serait imaginable aussi. Et ce serait quoi? Parce que quand on parle de biomarqueurs comportementaux, qu'est-ce qui serait différent par rapport au questionnaire comme celui de base de la Whitebox? Qu'est-ce que ce serait un biomarqueur comportemental? Alors, en fait, c'est compliqué parce que, comme je disais, il y a un peu un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, on a des diagnostics qui sont posés par rapport à des symptômes comportementaux, majoritairement, et on mesure des réalités biologiques chez des personnes qui ont été diagnostiquées avec ces comportements. Donc en fait, la réalité biologique qu'on tire, elle est basée sur déjà la réalité symptomatologique qu'on observe. Ouais. Donc en fait, on nourrit un peu la boucle. Maintenant, il y a des modèles qui proposent de ne pas se servir des critères diagnostiques du DSM et qui disent, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer plein de batteries de tests comportementales. On regarde les tendances qu'on observe. Il y a des gens qui ont plutôt une tendance anxieuse, des gens qui ont plutôt une tendance obsessive-compulsive, des gens qui ont plutôt une tendance dans le retrait social. Et on observe le lien entre ces grands facteurs et le résultat à un test comme de la reconnaissance de visage, comme de la réponse de la prise de décision rapide. Et en fait, on essaie d'observer un lien entre donc, cette capacité à traiter de l'image, cette réalité biologique ou neurocognitive en tout cas, comparée avec des résultats des questionnaires sans critères du DSM. D'accord. Ouais, et ce qu'on observe, c'est quand même qu'il semble y avoir une tendance obsessive-compulsive qui se dégage souvent. Donc, le diagnostic de TOC ne semble pas aberrant d'un point de vue comportemental, ça semble être assez pertinent. Donc, il y a des choses qui font ça. Après, actuellement, est-ce que ça concerne, on sert majoritairement du DSM et des critères DSM et des diagnostics. Donc, c'est justement un biais aussi qu'on évalue. Donc, c'est pour ça qu'on fait des questionnaires un peu divers et variés pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qui est différent, donc, maintenant pour répondre à la question, de juste le faire avec des questionnaires? Ce qu'on peut imaginer, c'est le degré de spécificité. Un questionnaire, je peux donner un exemple. Moi, si jamais demain, je vois que j'ai une tendance à vérifier quelque chose, etc., vu que j'ai l'habitude d'entendre et de voir des choses sur le TOC, la première chose que je pourrais me dire, c'est « Ah, il semble que j'ai une tendance à avoir un trouble obsessionnel compulsif ». Et en fait, je pourrais arriver voir le psychiatre avec déjà plein d'exemples de ce que je fais dans mon quotidien qui pourrait amener à ça. Les psychiatres sont formés à ça, ils essaient d'éviter le surdiagnostic ou le sous-diagnostic, mais c'est très compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué la psychiatrie. Donc, ils ont beau faire de leur mieux, ils sont quand même confrontés à des personnes qui vont arriver avec leur biais. Et forcément, il va y avoir, en tout cas, de la complexité diagnostique. Donc, tout ça pour dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est justement essayer d'enlever cette barrière et se dire que les personnes ne font pas de l'auto-rapport, à minima. Les personnes répondent juste et font des exercices sur ordinateur, et ces exercices pourraient donner une réponse de dire « Ah, cette personne semble avoir une tendance TOC ». Donc, bien sûr, ça ne passera jamais au-delà, en tout cas, actuellement, ça ne passe pas du tout au-delà de la qualité de l'anamnèse et de l'étude d'un psychiatre formé. Malgré tout, ça semble être prometteur pour justement éviter ces biais-là. Ouais, bien sûr. Et à terme, c'est quelque chose qui est très important, parce que le questionnaire auto-rapporté, c'est extrêmement biaisé. On peut connaître un petit peu les réponses qu'on s'imagine qui nous amènent à ce diagnostic, et on auto-confirme seul un petit peu. Enfin, on le fait tout le jour. C'est un biais très connu scientifiquement. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu d'éviter ça et d'avoir l'opportunité de proposer quelque chose d'un peu différent dans les cas où potentiellement ça pourrait être un peu compliqué justement de décider, etc. Donc, alors, c'est pas, on n'y est pas, mais c'est prometteur. On voit en effet le champ. Eh ben, merci. Donc on voit bien la complexité enfin, de tous ces paramètres et où ça peut nous emmener. Aujourd'hui, au stade de ta recherche, est-ce qu'on peut déjà tirer des résultats? Est-ce que c'est trop tôt? Et en quoi est-ce que ces travaux ou éventuellement ces résultats changent notre compréhension générale du TOC? Alors, notre espoir, c'est que ça changera potentiellement pas la compréhension générale du TOC. C'est pas avec ma thèse que j'ai l'espoir de révolutionner un champ entier de recherche. Malgré tout, l'espoir qu'on a à minima, c'est quand même à terme de réussir à proposer des petits ajustements méthodologiques à faire dans la recherche ou des critiques par rapport à ce qu'on a observé, nous, dans nos expérimentations qui semblent, on va dire, être sous-optimaux. Actuellement, est-ce que je peux vraiment répondre à la question? Non, on est encore dans des recrutements, les études ne sont pas terminées,
On va forcément traiter les données, les réanalyser, les réanalyser pour être sûr de décortiquer tout ça et faire une publication. On a déjà préenregistré des choses, on a déjà des idées de ce qui va se passer au sein de nos échantillons. Malgré tout, je pourrais C'est peut-être trop en parler tôt, plus dans un an et Oui, demi. oui, c'est trop tôt. Tu as dit que tu étais encore en phase de recrutement. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion de passer un message s'il y a des personnes qui voudraient participer sur Oui. les profils je ne sais pas si tu On voulais en est, dire un bah, mot. on est encore en phase de recrutement à Grenoble pour là, je dirais quelques mois, donc 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et dans tous les cas, il y a toujours des études qui sont en cours à Grenoble, des essais cliniques, des choses comme ça. Donc, dans le pourtour grenoblois, s'il y a des personnes qui ont des TOC et qui seront intéressées pour participer à la recherche, ben ça peut être opportun de nous contacter. D'accord. Bah, on mettra peut-être au montage ton Ouais, mail éventuellement s'il y a pas des de souci. personnes qui sont intéressées. Alors, la question d'après, tu l'as déjà évoqué, mais peut-être l'occasion de synthétiser, c'est en quoi finalement cette recherche sur les biomarqueurs, elle peut aider à améliorer notamment les diagnostics et aussi l'approche thérapeutique et les traitements. Là, on a bien vu la méthode, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre peut-être de manière, tu l'as évoqué, donc peut-être le résumer en quelques phrases. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc des résultats de ce qu'on Ouais, fait actuellement à en Grenoble? termes de Alors, diagnostic ouais. et de stratégie thérapeutique. En termes de diagnostic, je pense que c'est très compliqué. Notre idée, elle était beaucoup de répliquer des choses, d'aller un petit peu plus loin, mais de répliquer surtout des choses qui ont été faites. Donc, je dirais qu'en termes de diagnostic, on aura toujours le même problème. C'est le manque de spécificité. Et la nécessité, c'est de tester avec aussi beaucoup d'autres pathologies pour vérifier que ça ne se superpose pas. Parce qu'on pourrait s'imaginer, ah, on diagnostique très bien le TOC, mais en fait, on diagnostique aussi très bien les troubles anxieux généralisés. Mhm. À symptômes égal, c'est ça, On ouais. pourrait s'imaginer que en fait, bah, nos tests, quand on le fait passer à une personne qui a un trouble anxieux généralisé ou une personne TOC, bah, en fait, les deux scorent extrêmement haut et qu'en fait, bah, on ne peut On pas sait pas. Ouais. discerner si c'est un TOC ou un trouble anxieux généralisé. Donc c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc je dirais que c'est très probablement pas là-dessus qu'on va avoir le plus d'impact. Ce qu'on peut avoir de l'impact, c'est par contre sur les futures lignes de recherche, notamment les futurs essais cliniques. Par exemple, si on arrive à montrer que en enregistrant le cerveau avec de l'EEG de scalp, on a des régularités dans les patients TOC, on peut s'imaginer développer des essais cliniques de neurofeedback. Donc, avec des personnes qui pourraient s'entraîner à réduire leurs symptômes avec un support à l'écran. Il y a déjà du neurofeedback qui est fait en France dans les TOC. Mais donc, Je... c'est-à-dire le patient lui-même, sans l'aide, parce qu'aujourd'hui, si tu me corriges, c'est quand les gens qui ont été notamment stimulés, il y a des réglages qui sont faits, mais par le psychiatre et pas par le patient lui-même. L'idée, ce serait que le patient soit lui-même acteur des courants électriques. Alors, là, en l'occurrence, il y a plusieurs opportunités. L'opportunité pour la stimulation cérébrale profonde, c'est que l'adaptation elle soit faite par rapport à des logiciels, avec de l'apprentissage, avec du machine learning et des choses comme ça, qui vont, on va dire, optimiser la stimulation en fonction de ce qui est détecté. Pour là, le neurofeedback, c'est plus on va dire, quelque chose qui est très comportemental. Ça pourrait être un appui à la thérapie cognitivo-comportementale, avec, au lieu de faire de l'exposition et de devoir réguler en interne sans savoir vraiment si on y arrive et sans savoir vraiment ce qu'on fait, dire aux personnes, bah, essayez de réguler, mais leur montrer factuellement l'activité de leur cerveau, est-ce qu'ils y arrivent ou non. Et ça permet de faire un appui pour leur donner des pistes pour la réduction. Ça pourrait aider la TCC. D'accord, Donc, c'est très intéressant ça. Ouais. donc ça serait assez pertinent et surtout ça donnerait moins ce sentiment, je pense, surtout pour les personnes TOC qui font beaucoup d'expositions avec l'appréhension de la réponse et ce genre de choses. Dans les TCC de ce genre-là, il y a l'adhésion est compliquée parce qu'en fait, bah, forcément, on peut se sentir un peu impuissant, on peut se dire je ne sais pas exactement comment réguler, c'est coûteux pour moi. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on imaginerait si on arrive à détecter quelque chose qui est répétable et réplicable, que les personnes pourraient avoir un appui visuel pour pouvoir s'aider, on peut imaginer, et potentiellement même éviter un peu des phases longues d'exposition qui sont très coûteuses et qui mènent à un petit peu parfois de la fuite thérapeutique. Bien sûr. Exactement. Ouais. Donc il y a cette idée de pouvoir vraiment essayer de réduire la difficulté à se mettre dans un processus de soins et réduire le coût aussi pour les patients, parce qu'en fait, mine de rien, c'est ça ce qui est très important aussi, c'est réduire en fait factuellement et augmenter la qualité de vie des personnes qui ont des TOC. Donc on a un peu cette idée-là. Je dirais que c'est plus là-dessus qu'on va aller, sur des possibilités d'essais thérapeutiques et d'essais cliniques à la suite de ma thèse. Sur la partie diagnostique, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est peut-être plus prometteur d'un point de vue génétique d'avoir des choses qui sont... On peut imaginer avoir des pronostics. Et pour les biomarqueurs, éventuellement des biomarqueurs qui seraient plus intéressants pour anticiper la réponse à une thérapie. Par exemple, on observe déjà certains biomarqueurs qui semblent prédire notre capacité à répondre bien à la médication. Très intéressant aussi. C'est très intéressant, c'est assez prometteur dans certains domaines.
Donc il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est pas vraiment là-dessus. Donc pour le diagnostic pur, j'avoue Ouais. que c'est Alors, du coup, j'ai c'est modeste. deux remarques et deux questions. C'est très intéressant de voir en fait en quoi ces travaux peuvent faire Ouais. le lien avec les thérapies existantes et les améliorer. En fait, l'idée de dire on va identifier des biomarqueurs spécifiques au TOC et donc en fait au lieu de l'entretien classique avec le psychiatre et les biais qu'il y a, bah, il y aura juste un marqueur biologique et on saura que tu as un TOC. En fait, ça c'est une vision qui n'existe pas. Pas encore. Aujourd'hui en tout cas. Mm. Non, mais c'est intéressant. Et d'autre part, là, ce que tu dis sur le lien avec les médicaments, c'est-à-dire on a l'espoir d'identifier des marqueurs qui pourraient dire, je dis n'importe quoi, mais qu'une telle molécule, tel ISRS marchera mieux que d'autres, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on observe, c'est qu'il y a c'est un peu à tâtons aujourd'hui dans les molécules qui sont tentées, les dosages, il y a des personnes qui réagissent très bien à telle molécule et pas à d'autres, c'est qu'on pourrait éventuellement affiner ça, on parle avec toutes les précautions, mais ça fait partie des champs de recherche. Exactement. Ça fait partie des champs de recherche. C'est extrêmement important parce qu'on sait que la résistance pharmacologique dans les thérapies et dans la psychiatrie globalement, c'est quelque chose qui est un grand vecteur d'incompréhension du domaine de la psychiatrie, où les personnes se disent oui, mais on me donne des médicaments, on ne sait pas trop ce qu'on me donne. En réalité, on sait assez bien ce qu'on donne, c'est juste qu'on ne sait pas trop comment les gens vont y répondre. Et donc les psychiatres, les cliniciens formés, font ce qui est recommandé et qui ont l'air de fonctionner globalement dans l'ensemble, mais forcément, on ne connaît pas la réalité précise biologique De des chaque personnes, donc on ne sait pas comment la personne va y répondre. Donc, il y a un grand intérêt à ce niveau-là, et typiquement, les SRS, savoir si une personne va y répondre et à quel point, c'est quelque chose qui a un grand intérêt actuellement dans la recherche sur les biomarqueurs. C'est compliqué, il y a tellement de choses à explorer, Bien et tellement sûr. de possibilités, Mais c'est mais prometteur, là aussi, c'est prometteur. c'est prometteur, en tout cas, c'est prometteur dans certaines pathologies, donc par extension dans le TOC aussi. Bah, tant mieux. Non, mais ça, c'est un vrai. Là, il y a un enjeu énorme, hein, parce que ça Il y a aussi, un c'est un enjeu facteur énorme. de découragement avec tous les effets secondaires qui mettent en Forcément. plus des semaines avant que ça agit pas, ça agit mal. Ça, c'est un, comment dire en bon français, un game changer quoi, Ah, pour les patients. par contre, il faut toujours modérer, c'est-à-dire que prometteur dans la recherche, c'est Ça toujours peut- qu'il y a pas mal d'années Ouais, d'écart avec la réalité clinique. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on a beau avoir 20 ans de recul sur la stimulation cérébrale profonde, on est encore à l'état d'essai clinique. bien sûr. On sait que ça se développe de plus en plus, il y a des pays où ça devient de plus en plus Dans les mœurs, régulier. ouais. Malgré tout, c'est la recherche, il y a besoin de faire les choses en les vérifiant, en étant sûr qu'on ne va pas causer plus de mal que de bien. Donc, forcément, ça met du temps, mais c'est vrai que C'est on va dire, prometteur théoriquement, c'est ça. Ah bah, très bien. Alors maintenant, là aussi on l'a un peu évoqué, les difficultés auxquelles tu te confrontes et auxquelles peut-être même les chercheurs dans ces domaines se confrontent. Voilà, quelles sont les limites aujourd'hui qu'on éprouve? Alors là aussi tu as déjà un peu répondu, mais au quotidien, Alors, je dirais que la première chose d'un point de vue théorique, c'est le juste milieu entre hétérogénéité et homogénéité des pathologies psychiatriques. Ce qu'on a dans le TOC, c'est quand même qu'on a quelque chose qui est assez homogène, malgré tout, dans le sens où la cohabitation entre obsession et compulsion, ça semble être deux choses qui semblent être distinctes, en tout cas d'un point de vue assez théorique. Et donc, en fait, quand on voit ça, on se dit, ah, c'est des marqueurs qui sont assez importants et qui nous permettent d'identifier une pathologie qui a l'air d'être cohérente. On observe ça dans tous les sous-types, ou en tout cas assez c'est-à-dire que régulièrement. ces deux composantes-là Exactement. se retrouvent partout. Et, Comme le doute, ouais. où le TOC est souvent qualifié un peu de manière abusive comme maladie du doute. En fait, on a quand même des régularités qui sont assez importantes. Malgré tout, le TOC est aussi extrêmement hétérogène. On a des sous-types où il y a des personnes qui se focusent beaucoup plus sur les nettoyages, Bien sur sûr, la ouais. vérification, d'autres sur des phobies d'impulsion, on a des choses assez variées. Il y a l'air d'avoir des régularités qui sont globales, mais en même temps, il y a l'air d'avoir des choses qui sont assez locales aussi. Et la recherche de biomarqueurs, elle a aussi un intérêt, c'est potentiellement d'essayer de justement juger de la pertinence de la classification. Potentiellement, si on observe des marqueurs qui ont l'air d'être pertinents à l'échelle de la pathologie, bah, ça nous permettrait aussi de revoir et de mieux comprendre comment tout ça cohabite. Et quand on voit des biomarqueurs qui pourraient être, par exemple, à l'échelle du sous-type de TOC, Mhm. on pourrait se dire potentiellement il y a une classification à revoir ou à améliorer ou à spécifier. Donc, il y a un grand intérêt à ce niveau-là. Actuellement, les grandes difficultés, c'est donc, comme je disais, c'est cette première chose, savoir où est-ce qu'on se place, qu'est-ce qu'on étudie, est-ce que j'étudie un sous-type, est-ce que j'étudie la pathologie dans son entièreté. Quelque chose qui est très compliqué aussi, c'est les différents troubles, les troubles entre eux. On a beaucoup de comorbidités, donc de la cohabitation entre différents troubles. Quand on regarde dans le TOC, on a une majorité des personnes qui vivent des épisodes dépressifs liés à leur TOC. Je crois que c'est 70% des cas le chiffre où il y a une comorbidité en plus. On a des troubles anxieux généralisés, on a des troubles de stress post-traumatique, on a des troubles du spectre de l'autisme. On a tellement de choses qui cohabitent
que parfois c'est assez dur de discerner et de se dire est-ce que j'étudie Qu'est-ce qui est le TOC spécifique ou est-ce que j'étudie quelque chose d'autre qui est à côté. Est-ce que j'étudie l'épisode dépressif en cours ou est-ce que j'étudie vraiment le TOC. C'est aussi l'intérêt quelque chose qu'on essaye de porter dans notre recherche, mais c'est très très compliqué parce qu'on ne peut pas faire 12 diagnostics en même temps, on n'a pas les moyens de faire ça et je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus intéressante non plus. Donc il y a beaucoup de complexité à ce niveau-là et je dirais que la dernière chose qu'on rencontre comme complexité, c'est quelque chose qu'on rencontre globalement en psychologie et en psychiatrie, c'est la diversité des individus. C'est-à-dire que les individus, au-delà d'avoir des sous-types différents, sont entre eux très très différents. Donc même dans leur tendance à appréhender leur propre pathologie, leur psychoéducation, etc. Et c'est des facteurs qui sont beaucoup plus durs à prendre en compte. C'est des choses de leur réalité interne. Je veux dire, dans nos tests, on a des personnes qui nous rapportent des choses après l'expérimentation, où on se dit oh, c'est impressionnant que la personne ait agi de cette manière-là en fonction de son trouble, parce que on voit que les personnes sont très informées. Ouais. Donc c'est incroyable, parfois, et en fait c'est très pertinent, mais c'est vrai que entre les personnes, donc il y a de la variabilité. Ouais, bien sûr. Et cette variabilité, forcément, on essaie de la contrôler nous, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est la psychiatrie. Donc je dirais qu'il y a la différence entre les personnes, la différence au sein du trouble, la différence entre les troubles, tout ça à essayer de jauger qu'est-ce qui est dû à quoi. Là, c'est bien parce qu'on touche du doigt en fait la complexité. On s'imagine pas en fait. Enfin, là, je parle pour moi, mais on n'imagine pas toutes ces questions en fait qui se posent aux chercheurs. Et on comprend d'ailleurs pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est qu'il y a tellement de variables à ajuster que mécaniquement les choses prennent du temps. Autre question, c'est si on se projette sur le long terme, et là aussi, t'as partiellement déjà répondu, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir de la recherche du TOC à très long terme? Et est-ce que, voilà, tu penses que, non, ça aussi tu as déjà répondu, mais comment est-ce que tu vois vraiment la recherche sur le long terme, sur le TOC? Je pense que, globalement, la recherche en psychiatrie, elle a, j'allais dire, de beaux jours devant elle. Bon, faut les financements qui vont avec, mais on va dire que d'un point de vue théorique, on a quelque chose qui est très formé. On commence à avoir des gens qui sont notamment des PEPH, donc des professeurs d'université qui sont aussi praticiens hospitaliers, qui sont très bien formés, qui ont beaucoup d'intérêt dans la recherche, qui font des projets cliniques qui sont assez complexes, de grande envergure, qui a beaucoup de collaboration internationale. Donc on voit que les efforts sont mutualisés. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, on voit qu'il y a de beaux jours pour la recherche en psychiatrie et pour les applications cliniques qui vont aller avec. Malgré tout, c'est vrai que c'est très long. Donc, comment je la vois à moyen terme? Bon, je la vois se développer. Je la vois, la recherche en psychiatrie globalement et sur le TOC plus spécifiquement, avoir des avancées qui sont assez majeures, notamment avec les nouvelles technologies, notre capacité de calcul, notre capacité à avoir une grande quantité de données. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les biomarqueurs, notamment les phénotypes numériques, donc pouvoir mesurer potentiellement des tendances à avoir des TOC à partir de notre comportement sur le téléphone ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont faites là-dessus. Donc je dirais que tout ça, ça va se développer. Et à très long terme, je pense que ce qui va être la chose principale, c'est la spécialisation pour une personne, l'adaptation à une personne précise et notre capacité à avoir des biomarqueurs qui sont très précis. La psychiatrie de précision, l'objectif, il est vraiment justement d'avoir quelque chose d'individualisant. À l'échelle de l'individu. Où en fait, vraiment, on prend en compte à la fois son parcours, sa réponse individuelle, ses volontés, donc son adhésion thérapeutique, et aussi les bases de la recherche de qu'est-ce qui marche le mieux, en fonction du sous-type de TOC, en fonction des comorbidités, et pour appliquer. Forcément, ça demande beaucoup de temps. Il faut pouvoir mesurer suffisamment de gens pour avoir beaucoup de représentations. Mais déjà, dans un premier temps, on essaye d'avoir des choses qui sont un peu plus globales, de voir qu'est-ce qui a l'air de marcher pour pouvoir proposer ça, et affiner par la suite. Donc je dirais qu'à long terme, je vois de beaux jours à la psychiatrie, à vrai dire. Je pense que c'est quelque chose qui est assez récent dans sa version la plus scientifique, je dirais, au sens de la plus méthodologiquement basée sur des consensus scientifiques, de neuroanatomie, de neurosciences, etc. La neuropsychiatrie, globalement, c'est quelque chose qui a de beaux jours. Et je pense que c'est amené à se développer autant dans les TOC qu'ailleurs. Il y a des super équipes qui travaillent dans plein d'endroits sur des choses extrêmement différentes. Donc on observe en plus de la recherche qui va un peu dans tous les sens, qui est positif dans le cadre de la recherche. Donc je suis assez optimiste. Alors forcément, c'est toujours la recherche, donc c'est long. C'est long, mais... C'est extrêmement long, mais je suis loin de dire qu'on arrive à un mur théorique. C'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que c'est plutôt une porte qui s'ouvre actuellement. Donc c'est plutôt plaisant d'être dans cette dynamique où on se dit que tout est possible encore. Et que le TOC n'est pas oublié de la recherche, notamment sur la psychiatrie de précision. Absolument pas. On a forcément des pathologies où il y a un peu plus d'intérêt parce que, par exemple, la dépression, il y en a dans le TOC aussi. Donc c'est très intéressant de traiter ce genre de choses qui sont des comorbidités principales du TOC, de plein d'autres troubles. Mais le TOC, il y a quand même beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus.
il y a des projets, il y a des choses qui sont, comme je disais, il y a beaucoup de PEPH, donc de professeurs d'université qui travaillent à l'hôpital, qui sont très intéressés, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Grenoble. Donc c'est assez prometteur, je dirais. C'est assez agréable d'être dans cette Ah bon, dynamique. très bien, on prend le message, on prend le message. Dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu as un message, alors il y en avait plein dans la vidéo qu'on vient de faire, mais un message aux personnes justement concernées par le TOC qui peuvent le vivre au quotidien, être parfois en échec thérapeutique. Bon, en gros, faut attendre, mais il y a de l'espoir, mais il faut attendre. Je dirais que c'est très compliqué de parler pour des personnes qui vivent quelque chose de très difficile. Je sais que quand il y a des patients qui sont au CHU et qu'on discute, ce qui revient souvent, c'est oui, mais on a besoin que ça aille vite. Vraiment, les gens font de leur mieux dans la recherche, je pense. En tout cas, je parle à Grenoble, de ce que je vois, les gens font vraiment de leur mieux. Il y a vraiment quelque chose, il y a une volonté de mettre en pratique les découvertes scientifiques et pas faire de la recherche juste théorique. L'objectif est vraiment de trouver des régularités, pour appliquer ça en clinique. À l'échelle globale, ce que je peux dire sur la recherche, c'est que il y a des pistes qui se dégagent et que perdre espoir ou pas perdre espoir, c'est individuel, mais je pense que on a tout intérêt quand même à se dire que c'est possible, qu'il y a des choses qui vont se faire et que même si c'est pour les générations suivantes ou en tout cas que ça arrivera que dans quelques années, il y a un grand intérêt à s'y intéresser, à essayer de pousser pour que ça soit plus connu, parce que le TOC, c'est quand même quelque chose qui a une forte prévalence dans la population et qui, je pense, est très sous-estimé. On en a parlé avant la vidéo, justement, du fait que dans la cause nationale pour la santé mentale, on a assez peu parlé du TOC, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement prévalent. Donc je pense qu'il y a un grand intérêt aussi à en parler autour de soi, à essayer de faire le travail que fait l'AFTOC, en fait, de continuer à essayer de donner aux gens envie de s'y intéresser et de mettre en évidence le fait que c'est une pathologie qui est très intéressante pour les personnes qui font de la recherche, donc pousser la recherche, mais aussi service à beaucoup de monde. et aussi déstigmatiser, parce que mine de rien, la déstigmatisation, ça permet aussi aux gens d'être plus acceptés, et le soutien social dans l'immense majorité des pathologies psychiatriques, c'est quelque chose qui est extrêmement important, donc pousser la connaissance, qu'elle soit accessible à tous. Donc le travail de l'AFTOC est primordial là-dedans, donc le message que je vais adresser, c'est l'AFTOC, c'est super. Merci, surtout merci d'apporter ta pierre à l'édifice aussi, de faire cette vidéo qui permet un peu de voir où on en est. Comme je disais au début, le monde universitaire n'est pas forcément accessible aux patients, donc j'espère qu'on continuera à échanger. Et d'ailleurs, on peut faire un petit teasing, mais l'idée, ce serait l'année prochaine d'aller voir à Grenoble ce qui s'y fait. Et donc, ça fera, j'espère, l'objet d'une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup, Childéric, c'était passionnant. Avec grand plaisir, merci. Et merci à toi. à bientôt pour de nouvelles vidéos de l'AFTOC. Merci.